Au dîner de Noël, ma belle-fille a servi le repas à tout le monde, sauf à moi. Oups, je t'ai oublié! Tout le monde a ri. Je suis partie en silence. Le lendemain matin, mon fils m'a appelé en panique. Maman, mes cartes sont bloquées! J'ai simplement éclaté de rire. J'avais toujours su que ce Noël serait différent. À 68 ans, j'avais appris à lire les signes qui précèdent les tempêtes familiales, et les vents qui soufflaient dans la maison des Pascal portaient l'odeur inconfondable du changement. Mon fils Florian, 42 ans, s'était marié 3 ans plus tôt avec Aurélie, une femme de 38 ans qui avait apporté avec elle non seulement sa forte personnalité, mais aussi une façon très particulière de voir les relations familiales. La maison où vivaient Florian et Aurélie se trouvait dans le quartier chic de la ville, une imposante demeure avec un jardin bien entretenu et un portail électrique. C'est là que nous célébrions traditionnellement Noël depuis leur mariage, une décision que j'avais acceptée avec la résignation de celle qui comprend que les temps changent et que les générations assument leur propre rôle. Wiley Ann, mon petit-fils de 15 ans, issu du premier mariage de Florian, était toujours enthousiaste à l'idée de ces réunions, bien que je perçoive qu'il ressentait aussi les tensions qui flottaient dans l'air comme un nuage chargé. Ce matin, du 24 décembre, je me suis réveillée tôt dans mon appartement, comme c'était mon habitude depuis des décennies. La routine matinale m'apaisait. Préparer le café au lait, vérifier les plantes du balcon, choisir la tenue appropriée pour la journée. Je savais que le dîner serait à 20 heures, mais j'avais promis d'arriver plus tôt pour aider Aurélie avec les préparatifs. C'était une offre que je faisais par politesse, bien que je sache qu'elle acceptait rarement mon aide de bon cœur. Le trajet jusqu'à la maison de Florian m'a donné le temps de réfléchir aux derniers mois. Les choses n'allaient pas bien dans la famille. Je le sentais entre les lignes des conversations téléphoniques avec mon fils, dans les silences prolongés quand je demandais des nouvelles d'Aurélie, dans la façon dont William semblait plus réservé quand nous parlions. Il y avait une tension croissante que personne ne mentionnait directement, mais qui se manifestait dans les petits gestes, les mots non dits et les regards détournés. Quand je suis arrivée à la maison, vers 16 heures, j'ai trouvé Aurélie dans la cuisine, entourée de casseroles et d'ingrédients. Elle portait un tablier rouge qui contrastait avec ses cheveux blonds, attachés en chignon haut. Il y avait quelque chose dans sa posture qui m'a fait hésiter sur le seuil avant de la saluer. « Salut, Aurélie, je suis venue voir si tu avais besoin d'aide. » ai-je proposé avec le sourire que j'avais perfectionné au fil des années de vie familiale. Elle a levé les yeux des épices qu'elle organisait et m'a adressé un regard qui a duré quelques secondes de plus que la normale. « Salut, Gwendoline. Merci, mais tout est sous contrôle. Florian est parti chercher le vin qu'on a oublié d'acheter, et Wiley est dans sa chambre en train de préparer ses affaires pour demain. » J'ai immédiatement perçu le ton formel, presque distant, très différent de celui qu'elle utilisait avec moi dans les premières années de son mariage avec Florian. Il y avait une froideur calculée dans ses paroles qui m'a fait reculer mentalement, bien que j'aie gardé le sourire aux lèvres. « Je peux au moins aider à mettre la table ?» ai-je insisté, essayant de trouver un moyen de me rendre utile dans cet environnement qui, curieusement, semblait me repousser. « J'ai déjà tout préparé hier soir, » a répondu Aurélie, reportant son attention sur les épices. « Tu peux t'installer dans le salon, le dîner devrait être prêt à l'heure. » Je me suis dirigée vers le salon, où l'arbre de Noël brillait de ses lumières colorées et de ses décorations soigneusement choisies. Je me suis assise sur le canapé en cuir beige et j'ai observé par la fenêtre l'animation de la rue. Certaines maisons du voisinage avaient déjà leurs illuminations de Noël allumées, créant une ambiance festive qui contrastait avec l'atmosphère tendue que je ressentais à l'intérieur de la maison. William est descendu les escaliers à ce moment-là, apportant avec lui l'énergie typique des 15 ans. Son visage s'est illuminé en me voyant, et il est venu me saluer avec une étreinte chaleureuse qui a réchauffé mon cœur. « Mamie Gwendoline, c'est super que tu sois arrivée tôt, » a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Je t'attendais pour que tu me racontes comment s'est passé ce cours de peinture que tu as commencé. » Parler avec William me rajeunissait toujours. Il avait une curiosité sincère pour ma vie qui me faisait me sentir valorisée et intéressante.
Je lui ai raconté les cours d'aquarelle que j'avais commencé à suivre, les collègues que j'avais rencontrés et comment je découvrais une passion dont j'ignorais l'existence en moi. J'ai apporté quelques photos de mes premiers travaux, ai-je dit en sortant mon téléphone de mon sac. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais je suis fière de mes progrès. William a examiné chaque photo avec une attention sincère, faisant des commentaires positifs et montrant un réel intérêt. C'est dans ces moments-là que je me rappelais pourquoi les réunions de famille valaient encore la peine, malgré les tensions croissantes. Florian est arrivé environ 1 heure plus tard, portant un sac avec des bouteilles de vin. Il m'a salué d'un baiser sur la joue, mais j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Il y avait une inquiétude, peut-être même un malaise, qu'il essayait de masquer par des sourires forcés. « Maman, comment vas-tu? Désolé pour le retard, la circulation était impossible, » dit-il en posant les bouteilles placées sur le buffet du salon. « Je vais bien, mon chéri. Je suis arrivé il y a peu et je parlais avec William de mes nouveaux passe-temps, » ai-je répondu, essayant de garder un ton léger. Florian acquiesça, mais son attention semblait divisée. Il regardait constamment en direction de la cuisine, comme s'il surveillait quelque chose ou attendait un signal. Cette attitude m'intriguait et m'inquiétait légèrement. Les heures suivantes se sont découlées dans une atmosphère de cordialité superficielle. J'essayais d'engager des conversations, mais je sentais qu'il y avait une barrière invisible qui empêchait une connexion authentique. Aurélie restait concentrée sur les préparatifs du dîner. Florian semblait distrait par ses propres pensées, et seul William gardait son naturel habituel. Lorsque l'horloge a sonné 20 heures, Aurélie a annoncé que le dîner était prêt. La table était magnifiquement dressée, avec une nappe rouge, des bougies dorées et les plus belles assiettes de la maison. Les arômes qui venaient de la cuisine étaient alléchants. Dinde rôtie, farofa aux épices, salade colorée et dessert qui promettaient de clôturer la soirée en douceur. Nous nous sommes assis à table selon une disposition qui semblait avoir été soigneusement planifiée. Florian occupait la tête de table, Aurélie était à sa droite, William à sa gauche, et j'ai été dirigée vers l'autre extrémité de la table. La distance physique reflétait une distance émotionnelle que je commençais à comprendre avec une clarté grandissante. La conversation pendant le dîner tournait autour de sujets neutres. Le travail de Florian, les études de William, les projets pour les vacances scolaires. Je participais quand on me sollicitait, mais je sentais que ma présence était plus tolérée que désirée. Il y avait quelque chose dans l'air que je n'arrivais pas à nommer, une tension qui grandissait silencieusement comme une cocotte minute sur le point d'exploser. C'est alors que Aurélie s'est levée de table avec l'aisance d'une hôtesse expérimentée, annonçant qu'elle allait chercher les plats du plat principal. Je l'ai observée marcher jusqu'à la cuisine, ses pas précis résonnant sur le parquet. Florian continuait d'être distrait, regardant discrètement son téléphone, tandis que William jouait avec sa serviette, la pliant en différentes formes. L'arôme de la dinde rôtie s'est intensifié quand Aurélie est revenue portant un grand plat doré. La volaille était parfaitement présentée avec une peau dorée et brillante, entourée de pommes de terre dorées et de carottes caramélisées. Ma bouche a salué involontairement, car je n'avais pris qu'un léger encas au déjeuner, réservant mon appétit pour ce moment spécial. « C'est magnifique, Aurélie », ai-je commenté, sincèrement admirant le soin de la présentation. « C'est vraiment superbe !» Elle a souri brièvement, mais n'a pas répondu au compliment. Au lieu de cela, elle a commencé à servir Florian avec de généreuses tranches de dinde, accompagnées d'une portion abondante de garniture. Je l'ai observé couper la viande avec précision, choisissant les morceaux les plus juteux pour l'assiette de son mari. « William, tu veux une cuisse ou du blanc ?» a demandé Aurélie à mon petit-fils, qui a immédiatement opté pour la cuisse. Elle a servi l'adolescent avec le même soin, s'assurant qu'il reçoive une portion équilibrée de viande et d'accompagnement. William a remercié poliment, et j'ai ressenti une pointe de fierté pour la bonne éducation qu'il manifestait toujours. Aurélie est alors retournée à la cuisine, rapportant d'autres plats. Farofa doré au lardon et aux raisins secs, salade de jeunes pousses aux tomates cerises et des haricots verts aux amandes effilées. À nouveau,
Elle a servi d'abord Florian, puis William, distribuant les portions avec attention aux détails. J'attendais patiemment mon tour, observant le rituel du service qui semblait avoir un ordre spécifique. Aurélie se déplaçait autour de la table avec efficacité, remplissant les assiettes des deux hommes de la famille d'une variété colorée et appétissante d'aliments. C'est quand elle s'est dirigée vers le buffet pour chercher une carafe de jus que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Florian et William avaient déjà commencé à manger, complimentant la saveur des plats, tandis que je restais avec mon assiette vide devant moi. J'ai regardé discrètement autour de moi, pensant que j'avais peut-être manqué un moment de la séquence du service. Aurélie est revenue avec la carafe et a commencé à remplir les verres de Florian et William de jus de raisin. Le liquide sombre contrastait avec le cristal transparent des verres, créant une image festive qui s'accordait parfaitement avec l'ambiance de Noël. « La dinde est délicieuse, ma chérie », a dit Florian, mâchant avec satisfaction. « Tu t'es surpassée cette année. »« Merci, mon amour », a répondu Aurélie, s'asseyant enfin sur sa chaise. J'ai testé cette nouvelle recette d'assaisonnement que j'ai trouvée dans un magazine. William a également fait des commentaires positifs sur la nourriture, décrivant les saveurs avec l'enthousiasme typique de l'adolescence. J'écoutais les conversations en regardant mon assiette vide, commençant à me sentir confuse sur le protocole de ce repas. Peut-être que Aurélie s'attendait à ce que je me serve toute seule, me suis-je dit. Après tout, c'était une possibilité, bien que ce ne soit pas la coutume lors des repas familiaux que nous avions partagés les années précédentes. J'ai décidé d'attendre encore un peu, ne voulant pas paraître anxieuse ou mal élevée. Quelques minutes se sont écoulées et la conversation coulait, naturellement entre les trois qui mangeaient déjà. Florian parlait d'un projet au bureau, William mentionnait ses plans pour les vacances scolaires et Aurélie complétait avec ses propres commentaires. Je participais quand je pouvais, mais mon attention était partagée entre la conversation et l'étrangeté croissante de la situation. C'est alors que j'ai décidé de prendre l'initiative. « Aurélie, puis-je me servir ?» ai-je demandé poliment, en faisant un geste vers les plats qui étaient plus près d'elle. Aurélie a arrêté de manger et m'a regardé avec une expression qui a duré quelques secondes. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Un mélange de surprise et de quelque chose d'autre qui m'a mise mal à l'aise. « Bien sûr, Gwendoline !» a-t-elle finalement dit, mais elle n'a fait aucun mouvement pour passer les plats ou aider d'une quelconque manière. J'ai tendu le bras pour atteindre le plat de dinde, mais il était positionné de telle façon que je devais me lever partiellement de ma chaise pour pouvoir l'attraper. J'ai fait le mouvement maladroit en m'agrippant au bord de la table pour garder l'équilibre et j'ai réussi à tirer le plat vers moi. Florian a observé mon effort, mais n'a pas offert d'aide. William semblait absorbé par son propre repas. Aurélie continuait à manger comme si rien ne se passait, bien que je sente qu'elle m'observait du coin de l'œil. Je me suis servi d'une tranche de dinde et de quelques pommes de terre, puis j'ai répété le processus pour atteindre les autres plats. La farofa était dans une position encore plus difficile, et j'ai dû pratiquement me lever de ma chaise pour en avoir une cuillerée. Le mouvement était disgracieux, et j'ai senti mon visage rougir légèrement de gêne. « Désolée pour la difficulté d'accès », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour les autres. Quand j'ai finalement réussi à composer mon assiette, la nourriture des autres avait déjà partiellement refroidi, et ils terminaient leur portion. J'ai commencé à manger en silence, savourant les assaisonnements soigneusement choisis par Aurélie, mais sans pouvoir me débarrasser de la sensation que quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique familiale. La conversation continuait à couler entre Florian, Aurélie et William, mais je me suis sentie progressivement exclue, comme si j'étais spectatrice d'une pièce de théâtre dans laquelle je n'avais pas de rôle défini. Ils discutaient des plans pour le lendemain, mentionnaient des personnes que je ne connaissais pas, faisaient référence à des conversations antérieures auxquelles je n'avais pas participé. William, percevant peut-être mon silence, a essayé de m'inclure en me demandant mes plans pour le nouvel an. J'ai répondu poliment, mais j'ai senti que même cette tentative d'inclusion semblait forcée dans le contexte général de la soirée. Quand est venu le moment du dessert, Aurélie a répété le rituel de servir d'abord Florian, puis William, et m'a de nouveau laissé pour la fin. Cette fois,
Elle n'a même pas demandé si je voulais être servie, assumant simplement que je me servirais toute seule. Le pavé au chocolat était dans un plat lourd, et j'ai eu besoin de l'aide de Willian pour réussir à le tirer vers moi. « Merci, mon chéri. » ai-je dit à mon petit-fils, qui a souri timidement, comme s'il ressentait aussi l'étrangeté de la situation. Le dessert était délicieux, mais j'arrivais à peine à l'apprécier complètement. Il y avait une tension dans l'air qui semblait croître à chaque minute, une atmosphère chargée qui me faisait me demander si j'interprétais mal les signes ou s'il y avait vraiment quelque chose de délibéré dans le comportement d'Aurélie. Florian semblait étranger à tout cela, ou peut-être ignorait-il délibérément les nuances de la situation. Il a de nouveau complimenté la cuisine de son épouse, suggéré qu'il regarde un film après le dessert et mentionné négligemment qu'il devrait se lever tôt le lendemain pour régler quelques questions bancaires. C'est pendant cette conversation sur les plans du lendemain que j'ai commencé à remarquer de petits détails qui m'avaient échappé auparavant. La façon dont Aurélie évitait le contact visuel direct avec moi. Comment ses réponses à mes tentatives de conversation étaient toujours brèves et peu élaborées. Comment elle semblait créer une barrière subtile mais perceptible entre nous. Willian, sensible comme toujours, semblait capter les tensions non dites. Il me lançait des regards inquiets occasionnels, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas exactement quoi. Sa jeunesse le protégeait de comprendre pleinement les complexités des relations adultes, mais son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Quand nous avons terminé le dessert, Aurélie a commencé à débarrasser les assiettes avec une efficacité mécanique. Je me suis proposée pour aider avec la vaisselle, comme je le faisais toujours, mais elle a poliment refusé, disant qu'elle préférait le faire seule car elle avait son propre système d'organisation. « Tu peux t'installer dans le salon, » dit-elle, empilant les assiettes sur la salle. « Florian va mettre le film dans quelques minutes. » Je me suis dirigée vers le salon, me sentant étrangement déplacée dans un environnement qui aurait dû être familier et accueillant. Je me suis rassise sur le canapé en cuir, observant les lumières du sapin de Noël qui clignotaient en motifs hypnotiques. Willian m'a rejoint quelques minutes plus tard, apportant avec lui une énergie qui contrastait avec mon état d'esprit mélancolique. « Mamie, ça va? » demanda-t-il, sa voix chargée d'une préoccupation sincère. « Oui, mon chéri, » ai-je répondu, forçant un sourire que j'espérais convaincant. « Je suis juste un peu fatiguée. La journée a été longue. » Il a acquiescé, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas totalement convaincu. Florian est apparu dans le salon à ce moment-là, portant la télécommande et commentant les options de films disponibles en streaming. Son animation forcée me semblait presque théâtrale, comme s'il essayait de compenser quelque chose qu'il préférait ne pas reconnaître directement. L'atmosphère dans le salon semblait lourde, chargée de tensions non verbalisées qui flottaient dans l'air comme une brume invisible. Florian parcourait les options de films avec une concentration exagérée, comme si cette tâche simple exigeait toute son attention. Je restais sur le canapé à côté de Willian, observant les mouvements mécaniques de mon fils pendant qu'il naviguait dans les menus de la télévision. « Que pensez-vous de celui-ci? » demanda Florian, pointant vers une comédie romantique. « Ça semble léger et approprié pour le soir de Noël. » Willian haussa les épaules avec l'indifférence typique de l'adolescence. « Peu importe, papa. N'importe quoi fera l'affaire. » Aurélie, elle était sortie de la cuisine à ce moment-là, s'essuyant les mains sur un torchon brodé. Elle avait troqué son tablier pour un gilet en laine gris qui mettait en valeur ses yeux sombres. Il y avait quelque chose dans sa posture qui attirait mon attention, une rigidité subtile qui contrastait avec l'aisance qu'elle avait montrée pendant le dîner. « La vaisselle est toute faite, » annonça-t-elle, s'adressant principalement à Florian. « J'ai tout organisé pour demain. »« Merci, chérie, » répondit mon fils, sélectionnant finalement un film. « Tu t'occupes toujours de tout avec tant de soin. » Aurélie s'est assise dans le fauteuil individuel, le même où elle s'était installée avant le dîner. La distance physique entre nous semblait avoir augmenté, bien que les positions des meubles n'aient pas changé. Elle a croisé élégamment les jambes et a replacé une mèche de cheveux derrière l'oreille, un geste que j'avais déjà observé plusieurs fois pendant la soirée.
Le film a commencé avec une bande sonore joyeuse et des scènes d'une ville couverte de neige. L'ironie ne m'a pas échappé, puisque nous vivions notre propre drame familial pendant que nous regardions une comédie à l'écran. William s'est mieux installé dans le canapé, posant ses pieds sur le pouf en cuir devant le meuble. Pendant les premières minutes du film, j'ai essayé de me concentrer sur l'histoire qui se déroulait à l'écran. C'était l'histoire d'une femme qui retournait dans sa ville natale pour passer Noël avec sa famille, après des années d'absence. Les similitudes avec ma propre situation étaient troublantes, bien que dans mon cas, je n'étais pas celle qui s'était éloignée, mais celle qui était progressivement exclue. Florian a ri à haute voix pendant une scène comique, un son qui a résonné dans la pièce de façon presque exagérée. Aurélie a souri discrètement, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. William semblait plus intéressé par son téléphone que par le film, tapant des messages avec la vitesse impressionnante des jeunes de sa génération. « William, range ton portable pendant le film », dit Florian sans quitter l'écran des yeux. « C'est un moment en famille. » Mon petit-fils a obéi à contre-cœur, glissant l'appareil dans la poche de son jean. Il m'a lancé un regard que j'ai interprété comme de la complicité, comme si nous partagions une compréhension mutuelle sur l'ironie de cette déclaration sur le moment en famille. Au fur et à mesure que le film avançait, je me surprenais à observer plus les autres spectateurs que l'écran lui-même. Aurélie maintenait une posture droite dans son fauteuil, ses mains soigneusement posées sur ses genoux. Occasionnellement, elle et Florian échangeaient des commentaires chuchotés sur les scènes, petites intimités conjugales qui me faisaient sentir encore plus comme une intruse dans ma propre famille. Une scène particulièrement émouvante montrait la protagoniste essayant de se réconcilier avec sa mère après des années de mésentente. La femme plus âgée, interprétée par une actrice chevronnée, exprimait sa peine à travers des silences chargés de sens. Je me suis profondément identifiée à ce personnage, reconnaissant dans son expression faciale la même confusion et la même douleur que je ressentais. « Cette actrice est excellente », ai-je commenté, essayant de participer à l'expérience partagée du visionnage du film. Murmura Aurélie, une réponse si brève qu'elle pouvait à peine être considérée comme une reconnaissance de mon commentaire. Florian hocha distraitement la tête, mais n'élabora pas sur mon observation. William, plus sensible aux nuances sociales que les adultes autour de lui ne semblaient l'être, me regarda avec une expression mêlant inquiétude et embarras. La protagoniste du film faisait face à des situations familiales compliquées qui reflétaient, de façon presque cruelle, ma propre expérience de cette soirée. Il y avait des scènes de dîner tendues, de conversations interrompues, de regards significatifs échangés entre des personnages qui avaient clairement des problèmes non résolus. La vie imitait l'art, ou peut-être était-ce l'inverse. Pendant une pause publicitaire, Florian se leva pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Aurélie resta dans son fauteuil, feuilletant un magazine qu'elle avait pris sur la table basse. William profita de l'occasion pour s'approcher de moi sur le canapé. « Mamie, je peux te poser une question ?» dit-il à voix basse, ne voulant clairement pas être entendu par Aurélie. « Bien sûr, mon chéri, » répondis-je, ajustant ma position pour faciliter notre conversation chuchotée. « Tu te sens bien aujourd'hui? J'ai remarqué que tu étais plutôt silencieuse pendant le dîner. » La sensibilité de mon petit-fils m'a profondément touchée. À 15 ans, il démontrait une perception émotionnelle que les adultes autour de nous semblaient avoir perdue ou choisi d'ignorer. Sa préoccupation sincère contrastait radicalement avec l'indifférence subtile que j'avais perçue à d'autres moments de la soirée. « Je vais bien, William, » répondis-je, touchant doucement son bras. « Parfois, les gens deviennent plus réflexifs pendant les fêtes. C'est normal. » Il ne semblait pas totalement convaincu, mais acquiesça respectueusement. Florian revint de la cuisine, portant un verre d'eau chaud, et s'installa de nouveau dans son fauteuil. Le film reprit, mais mon attention était maintenant divisée entre l'écran et les pensées qui tournaient sans cesse dans mon esprit. La protagoniste à l'écran affrontait un moment de confrontation avec sa belle-sœur, une femme qui la voyait clairement comme une menace à l'harmonie familiale. La scène était interprétée avec un tel réalisme que j'ai ressenti un serrement dans la poitrine,
reconnaissant des parallèles inconfortables avec ma propre situation. La belle-sœur du film utilisait des tactiques subtiles d'exclusion, des commentaires apparemment innocents qui portaient un venin déguisé. Aurélie bougea dans son fauteuil, ajustant la position de ses jambes. Nos regards se croisèrent brièvement pendant ce mouvement, et pendant un instant fugace, je crus voir quelque chose dans son expression qui confirmait mes soupçons. Il y avait une froideur calculée dans ses yeux qui me fit réaliser que mon exclusion pendant le dîner n'avait pas été accidentelle. Le film continuait de dérouler son récit de réconciliation familiale, mais je me sentais de plus en plus éloignée de la possibilité d'une fin heureuse dans ma propre histoire. La protagoniste réussissait progressivement à faire tomber les barrières qui la séparaient de sa famille. Mais mon cas semblait aller dans la direction opposée. Wellian bâilla discrètement, la fatigue naturelle d'un adolescent après une longue journée commençant à se manifester. Florian semblait aussi lutter contre le sommeil, ses yeux clignant lentement pendant les scènes les plus lentes du film. Aurélie, en revanche, restait alerte, comme si elle était mentalement en train de traiter quelque chose de plus complexe que simplement regarder un film. Pendant une scène particulièrement touchante, où la protagoniste exprimait enfin ses sentiments refoulés, j'ai senti des larmes se former dans mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes pour le film, mais pour la réalisation croissante que ma position dans la famille avait changé de façon irréversible. Je n'étais plus la matriarche respectée et incluse, mais plutôt une présence tolérée, peut-être même gênante. La bande sonore du film s'intensifia pendant le climax émotionnel, et j'ai profité de la couverture sonore pour discrètement sécher mes yeux avec un mouchoir que je gardais dans ma poche. Wellian remarqua mon mouvement et m'offrit un sourire réconfortant, sa bonté naturelle brillant même au milieu de la confusion de cette étrange soirée. Quand le film approchait de sa fin, avec son inévitable résolution heureuse et ses embrassades réconciliatrices, je me suis surprise à penser que la réalité offrait rarement des fins aussi nettes et satisfaisantes. Les vraies familles traitaient avec des complexités qui ne tenaient pas dans des scénarios de 2 heures, des blessures qui ne guérissaient pas avec une seule conversation franche. Florian s'étira quand le générique commença à défiler. « Excellent film !» commenta-t-il, prenant la télécommande pour éteindre la télévision. « Exactement ce dont nous avions besoin pour nous détendre après le dîner. » Aurélie hocha la tête en signe d'accord, mais ses yeux évitèrent les miens lorsqu'elle se leva du fauteuil. « Je pense que je vais me retirer, » annonça-t-elle en ajustant son manteau. « Demain, je veux me lever tôt pour organiser quelques affaires. »« Bonne idée, » approuva Florian, se levant également. « Wellian, tu devrais faire de même. Il est déjà minuit passé. » Mon petit-fils obéit sans se plaindre, s'approchant de moi pour me donner un baiser de bonne nuit. « Dors bien, mamie, » dit-il avec une tendresse sincère. « Merci d'être venu passer Noël avec nous. » Ces paroles me réchauffèrent le cœur, un contraste réconfortant avec la froideur qui avait imprégné une grande partie de la soirée. Je l'ai serré dans mes bras un peu plus longtemps que d'habitude, absorbant son énergie positive comme un antidote contre la mélancolie qui s'était installée dans ma poitrine. Florian s'approcha aussi pour me dire au revoir, mais son étreinte fut brève et mécanique. « Bonne nuit, maman, » dit-il, se dirigeant déjà vers le couloir menant aux chambres. « Merci d'être venu. » Aurélie restait immobile près de l'escalier, attendant que Florian l'accompagne. Elle m'adressa un signe de tête qui pouvait être interprété comme un « au revoir » poli, mais ses yeux continuaient d'éviter tout contact direct avec les miens. « Bonne nuit, Gwendoline », dit-elle finalement, sa voix portant une formalité qui me parut délibérément distante. Je restais seule dans le salon, entourée par le silence qui suivit le départ des autres. Les lumières du sapin de Noël continuaient de clignoter selon leur motif hypnotique, mais elles me semblaient maintenant moins festives et plus mélancoliques. L'ambiance qui avait été remplie de conversations et de rires pendant le film ne résonnait plus qu'avec le tic-tac de l'horloge murale. Je marchais jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin, observant les ombres des arbres bougeant doucement sous la lumière du réverbère. La nuit était claire,
avec quelques étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de la ville. J'appuyais mon front contre la vitre froide, laissant la basse température m'aider à organiser les pensées confuses qui tournaient dans mon esprit. La maison s'apaisa peu à peu, complètement, avec seulement les bruits typiques d'une résidence qui s'installe pour la nuit. J'entendis des pas à l'étage, des portes qui se fermaient, le son distant de l'eau coulant dans l'une des salles de bain. Progressivement, même ces sons cessèrent, me laissant véritablement seule avec mes réflexions. Je restais immobile près de la fenêtre pendant de longues minutes, absorbant le silence qui s'était installé dans la maison. L'horloge murale indiquait presque 1 heure du matin, et je savais que je devais me diriger vers la chambre d'amis que Florian avait préparée pour moi. Pourtant, quelque chose me retenait là, observant les ombres du jardin tout en traitant les événements de cette soirée particulière. Finalement, j'éteignis les lumières du sapin de Noël et marchai le long du couloir vers ma chambre. Mes pas résonnaient doucement sur le parquet, un son qui semblait amplifié par le silence absolu de la maison. En passant par la cuisine, je remarquai que Aurélie avait vraiment tout laissé impeccablement rangé, chaque ustensile à sa place désignée, les surfaces brillant sous la douce lumière qu'elle avait laissée allumer au-dessus de l'évier. La chambre d'amis était exactement comme je m'en souvenais lors de mes visites précédentes, avec sa décoration neutre en tons beige et blanc. Florian avait disposé des serviettes propres sur le lit et un petit panier avec des produits d'hygiène sur la commode. C'étaient des gestes attentionnés qui contrastaient avec l'atmosphère étrange qui avait imprégné le dîner. Je me changeai lentement, enfilant une chemise de nuit en coton que j'avais apportée spécialement pour l'occasion. C'était une pièce délicate, brodée à la main, que j'avais achetée des années auparavant en pensant à des moments spéciaux comme celui-ci. L'ironie ne m'échappa pas tandis que j'ajustais les plis du tissu devant le miroir de la commode. Je me couchais dans le lit confortable, mais le sommeil ne vint pas facilement. Mon esprit continuait de repasser chaque moment du dîner, chaque regard échangé, chaque mot dit et non dit. L'exclusion subtile que j'avais ressentie pendant le repas résonnait dans mes pensées comme un écho persistant qui refusait de disparaître. L'oreillère était moelleux et le drap sentait l'assouplissant à la lavande, des détails qui normalement m'auraient apporté du réconfort. Cette nuit-là, cependant, il ne faisait qu'accentuer ma sensation d'être une visiteuse en territoire étranger, quelqu'un qu'il fallait accommoder par courtoisie, mais pas nécessairement bienvenu de cœur. Ce dut être aux alentours de 3 heures du matin que je réussis finalement à m'endormir, mes rêves peuplés d'images fragmentées de dîners familiaux du passé, quand ma position dans la famille était incontestable et ma présence était véritablement célébrée. Je me réveillais avec les premiers rayons de soleil filtrant à travers les rideaux mi-ouverts. Le réveil numérique sur la table de nuit indiquait 7h15. On entendait du mouvement à l'étage, des pas étouffés et le son lointain d'une porte qui se fermait. La maison s'éveillait progressivement au lendemain de Noël. Je me suis levée et me suis dirigée vers la salle de bain pour ma routine matinale. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué que mes yeux étaient légèrement gonflés, témoignage des larmes discrètes versées avant de m'endormir. J'ai aspergé mon visage d'eau froide, essayant de masquer les traces de cette nuit agitée. Je me suis habillée soigneusement, choisissant un ensemble discret bleu marine qui me donnait plus d'assurance. J'ai coiffé mes cheveux avec une attention particulière, appliquant un rouge à lèvres léger qui rehaussait mon apparence sans excès. Si je devais affronter une nouvelle journée dans cette maison, je le ferais avec dignité. Je suis descendue pour trouver la cuisine déjà en activité. Aurélie préparait le café au lait, vêtue d'une robe de chambre en soie, qui soulignait son élégante silhouette. Elle m'a salué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, gardant le même ton cordial mais distant que la veille. « Bonjour, Gwendoline », dit-elle sans interrompre ses gestes précis autour de la cafetière. « J'espère que vous avez bien dormi. La chambre était confortable ?»« Très confortable, merci. » ai-je répondu en m'approchant du comptoir où elle avait disposé tasses et soucoupes dans un arrangement presque artistique. « Vous soignez toujours chaque détail avec tant d'attention. » Elle a acquiescé distraitement, comme si mon compliment était attendu et superflu. Florian est apparu peu après, encore en pyjama et les cheveux ébouriffés par le sommeil.
Il m'a embrassé sur la joue machinalement avant de se diriger directement vers la cafetière. « Bonjour, maman », dit-il en se servant une généreuse tasse de café au lait. « Comment s'est passée ta première nuit chez nous? » Il y avait quelque chose dans sa question qui me dérangeait, une formalité suggérant que j'étais vraiment une invitée temporaire et non sa mère rendant visite à la famille. J'ai répondu avoir bien dormi, évitant de m'étendre sur les heures d'insomnie que j'avais connues. William est apparu dans la cuisine peu après, avec l'énergie typique des adolescents le matin. Il m'a salué avec une chaleureuse étreinte qui contrastait dramatiquement avec la subtile froideur de ses parents. Son naturel à interagir avec moi était réconfortant, une ancre de normalité au milieu des courants souterrains de tension que je continuais de percevoir. « Mamie, tu veux que je te prépare des tartines? » a-t-il proposé, se dirigeant déjà vers le réfrigérateur. J'ai une confiture de fraises maison que maman a faite la semaine dernière. Elle était délicieuse. J'ai accepté son offre avec gratitude, touchée par sa considération spontanée. Aurélie a observé notre interaction avec une expression que je n'ai pas pu totalement déchiffrer, mais qui m'a semblé légèrement contrariée. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pour le petit déjeuner. Un repas beaucoup plus simple et informel que le dîner élaboré de la veille. La conversation tournait autour de sujets quotidiens. Les projets de Wiley pour les vacances scolaires, quelques engagements professionnels que Florian devrait honorer dans les jours à venir, des commentaires désinvoltes sur la météo. C'est pendant cette conversation apparemment décontractée que Aurélie a fait une remarque qui a attiré mon attention. Elle a mentionné négligemment qu'ils avaient été invités à déjeuner chez ses parents le week-end suivant, un événement qu'elle a décrit comme une importante tradition familiale. « Ce sera une réunion intime », a-t-elle expliqué, remuant délicatement le sucre dans sa tasse de café au lait. « Mes parents tiennent à garder ces réunions petites et chaleureuses. Juste la famille proche. » Florian a acquiescé en accord, apparemment déjà informé de l'invitation. William n'a pas manifesté d'enthousiasme particulier pour cette perspective, mais n'a pas protesté non plus. Je suis restée silencieuse, attendant que quelqu'un développe les détails, ou plus précisément, évoque mon inclusion ou exclusion de cet événement. Le silence s'est prolongé pendant quelques secondes inconfortables jusqu'à ce que Florian semble remarquer l'omission. Il a regardé alternativement Aurélie et moi, comme s'il réalisait quelque chose qu'il n'avait pas considéré auparavant. « Maman, tu voudrais nous accompagner? » a-t-il finalement demandé, mais sa voix portait une hésitation suggérant que la question était plus une courtoisie qu'une invitation sincère. Aurélie est intervenue avant que je puisse répondre, sa voix gardant un ton poli mais ferme. « Florian, chérie, rappelle-toi que mes parents ne préparent que pour nous 4, a-t-elle dit, faisant clairement référence à elle, Florian, William et présumément un 4e membre de sa famille. Ce serait gênant d'arriver avec des invités supplémentaires sans prévenir. L'exclusion a été exécutée avec une telle habileté qu'elle semblait presque raisonnable. Presque. Florian a semblé accepter l'explication sans la remettre en question, acquiesçant comme si la logique était irréfutable. William fronça légèrement les sourcils, sa sensibilité juvénile captant les nuances que les adultes semblaient ignorer ou choisir de ne pas voir. « Bien sûr, » répondis-je calmement, forçant un sourire que j'espérais compréhensif. « Je ne voudrais pas causer d'inconvénients. Je suis sûre que ce sera une très agréable réunion. » Aurélie sourit en retour, visiblement satisfaite de ma réaction docile. Florian reporta son attention sur le journal qu'il avait pris à l'entrée de la maison, considérant apparemment le sujet clos. Petit déjeuner se poursuivit avec des conversations sporadiques, mais je me sentais de plus en plus comme une observatrice externe d'une dynamique familiale dont j'étais systématiquement exclue. Après avoir fini de manger, je proposai d'aider à nettoyer la cuisine, mais Aurélie déclina poliment, insistant sur le fait que j'étais une invitée et que je devais me reposer. L'ironie d'être traitée simultanément comme une invitée et comme quelqu'un dont les besoins pouvaient être négligés ne m'échappa pas. Je me retirai dans le salon, où je m'installai dans un fauteuil près de la fenêtre. De là, je pouvais observer le jardin de devant, où quelques enfants du voisinage jouaient avec des jouets neufs qu'ils avaient probablement reçus à Noël. Leur rire
et leurs cris de joie contrastaient avec l'ambiance tendue que je ressentais dans la maison. William me rejoignit peu après, portant un livre qu'il avait reçu en cadeau. Il s'assit sur le canapé proche et commença à feuilleter les pages, mais je remarquai que ses yeux se dirigeaient occasionnellement vers moi avec une inquiétude qui me touchait profondément. « Grand-mère », dit-il finalement, fermant le livre et se tournant complètement vers moi. « Je peux te poser une question personnelle? » J'acquiesçai, curieuse de ce qui occupait son esprit jeune mais perspicace. « Est-ce que tu te sens la bienvenue ici? » demanda-t-il avec une franchise qui me surprit. « Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai remarqué certaines choses hier soir qui m'ont inquiété. » Sa sincérité me désarma complètement. Voilà mon petit-fils de 15 ans, démontrant plus de sensibilité émotionnelle et de courage pour aborder des sujets difficiles que les adultes autour de nous. Je ressentis un mélange de fierté pour sa maturité et de tristesse qu'il perçoive des tensions qu'il ne devrait pas avoir à affronter. « William » commençai-je prudemment, choisissant mes mots avec une attention particulière. Parfois, les dynamiques familiales sont complexes. Les gens traversent différentes phases et nous ne savons pas toujours comment naviguer ces changements. Il hocha la tête pensivement, traitant visiblement ma réponse diplomatique. « Mais tu n'as pas répondu à ma question ?» observa-t-il avec la persistance typique de l'adolescence. « Est-ce que tu te sens la bienvenue? » Je regardais ce jeune homme qui avait tant grandi depuis ma dernière visite, admirant son courage à poser des questions difficiles que les adultes évitaient. Il méritait une réponse honnête, même si je devais trouver une façon délicate de l'exprimer. « Je suis heureuse d'être ici avec vous, » répondis-je finalement, touchant doucement sa main. « Quoi qu'il en soit, tu es mon petit-fils chéri, et ces moments ensemble sont précieux pour moi. » Il sourit, apparemment satisfait de ma réponse, mais je voyais qu'il avait saisi les nuances de ce que je n'avais pas dit explicitement. Nous passâmes le reste de la matinée à parler de livres et de films, des sujets qui nous connectaient toujours de façon spéciale. William avait des opinions bien formées sur la littérature contemporaine, et sa maturité intellectuelle me surprenait constamment. Il était réconfortant de découvrir que, malgré les tensions familiales, notre relation restait solide et authentique. Vers midi, Aurélie annonça qu'elle sortirait faire quelques achats post-Noël, profitant des promotions que les magasins proposaient habituellement. Elle s'habilla avec une élégance décontractée, appliqua son maquillage avec précision et prit un sac de marque qui s'accordait parfaitement avec ses chaussures. « Je ne serai pas longue, » dit-elle, s'adressant principalement à Florian. « Il y a quelque chose que je dois échanger et je veux profiter du fait que les magasins seront moins bondés aujourd'hui. » Florian acquiesça distraitement, encore absorbé par ses emails professionnels sur sa tablette. William demanda s'il pouvait accompagner sa mère, mais elle déclina, expliquant que ce serait une sortie rapide et ciblée. J'observais toute cette interaction avec intérêt, notant comment elle assumait naturellement le contrôle des décisions familiales. Après son départ, la maison prit une atmosphère différente, plus détendue. Florian rangea sa tablette et suggéra que nous regardions un film ensemble. C'était une proposition simple qui m'apporta une joie disproportionnée, car cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de moments détendus en famille. Nous choisîmes un film classique qui passait à la télévision, une comédie romantique des années 80 dont je me souvenais avoir regardé avec Florian quand il était adolescent. Nous nous sommes assis dans le salon, moi dans le fauteuil, Florian sur le canapé, et William allongé par terre avec des coussins, une position qui le faisait paraître plus jeune que ses 15 ans. Pendant le film, Florian fit quelques commentaires nostalgiques sur la façon dont nous regardions des films ensemble quand il était plus jeune. Ces souvenirs me réchauffaient le cœur, me rappelant une époque où notre relation était plus simple et directe, avant les complications qu'apporte inévitablement la vie d'adulte. « Tu te souviens quand tu faisais du popcorn sucré pour nos séances ciné? » demanda Florian pendant une pause publicitaire, souriant avec une véritable nostalgie. « Bien sûr que je m'en souviens, » répondis-je, ressentant une vague de tendresse. « Tu insistais toujours pour que je le fasse exactement de la même façon, avec la bonne quantité de sucre et de cannelle. » William se tourna vers nous,
intéressé par ces histoires du passé. « Vous faisiez ça souvent? » demanda-t-il, avec la curiosité typique de quelqu'un qui découvre des aspects de l'histoire familiale qu'il ne connaissait pas. « Tous les vendredis soirs, » confirma Florian, son visage s'illuminant au souvenir. « C'était notre tradition. Maman faisait le popcorn, je choisissais le film, et on restait éveillé plus tard qu'on aurait dû. » Ces moments de connexion authentique me rappelaient pourquoi j'avais tenu à venir passer Noël avec eux, malgré les réserves que j'avais développées envers Aurélie. Sous toutes les couches de tension et de malentendus, nous étions toujours une famille avec une histoire partagée et un amour véritable. Le film s'est terminé vers 2 heures de l'après-midi et Florian a suggéré que nous préparions un léger goûter. Nous sommes allés ensemble dans la cuisine, une activité simple qui prit des allures d'aventure collaborative. William insista pour faire des sandwichs élaborés, utilisant les ingrédients qu'il trouva dans le réfrigérateur bien garni de Aurélie. Pendant que nous travaillions côte à côte, Florian a commencé à parler de son travail, partageant certains défis qu'il rencontrait dans l'entreprise. C'était la première fois depuis longtemps qu'il m'incluait dans ses préoccupations professionnelles, et je me sentais honorée de sa confiance. « Ça a été une année difficile, » admit-il, coupant des tomates avec précision. « La concurrence est plus rude, et parfois j'ai l'impression de courir constamment après les résultats. » J'écoutais attentivement, offrant des conseils quand c'était approprié et surtout apportant le soutien émotionnel qu'une mère peut donner. C'était réconfortant de sentir qu'il valorisait encore ma perspective et mon expérience de vie. William contribuait à la conversation avec des observations intelligentes, démontrant qu'il prêtait attention aux affaires familiales, même quand il semblait absorbé par ses propres intérêts d'adolescent. Sa maturité continuait de m'impressionner. Nous finissions de préparer notre goûter quand le téléphone de Florian sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils, ne reconnaissant visiblement pas le numéro. Il répondit avec une certaine hésitation. « Allô? » dit-il. Et immédiatement son expression changea pour celle d'une confusion grandissante. « Comment ça? Il doit y avoir une erreur. » J'observais tandis qu'il marchait nerveusement dans la cuisine, écoutant quelque chose qui le perturbait manifestement. William et moi échangeâmes des regards inquiets, essayant de déchiffrer ce qui se passait à travers les réactions de Florian. « Mais c'est impossible, » continua-t-il, sa voix montant d'un ton. « Mes cartes fonctionnaient normalement hier. Il doit y avoir une erreur dans le système. » Mon cœur commença à s'accélérer quand je compris qu'il s'agissait de problèmes financiers. Florian poursuivit la conversation pendant quelques minutes encore, posant des questions de plus en plus urgentes et recevant des réponses qui ne le rassuraient visiblement pas. « J'ai compris, » dit-il finalement, sa voix maintenant chargée d'une inquiétude palpable. « Je vais vérifier et je vous rappelle. » Il raccrocha et resta immobile un moment, digérant l'information qu'il venait de recevoir. William et moi attendîmes en silence, respectant son besoin d'organiser ses pensées. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? » demanda finalement William, sa voix manifestant la même inquiétude que je ressentais. Florian passa la main dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais depuis son enfance comme un signe d'extrême nervosité. « C'était la banque, » expliqua-t-il lentement. « Apparemment, toutes mes cartes ont été bloquées pour activité suspecte. » Je sentis un frisson dans le ventre en entendant ces mots. Les problèmes bancaires étaient toujours sérieux, particulièrement quand ils impliquaient des blocages de sécurité. J'essayais de maintenir une expression calme, mais intérieurement, je commençais à m'inquiéter des implications de cette situation. « Quel genre d'activité suspecte? » demandai-je, essayant d'avoir l'air décontracté malgré l'anxiété grandissante. « Ils n'ont pas voulu donner de détails par téléphone, » répondit Florian, déjà en train de prendre ses clés de voiture. « Ils ont dit que je devais me rendre en personne à l'agence pour résoudre la situation. » William s'est proposé d'accompagner son père, mais Florian a décliné, expliquant qu'il serait préférable qu'il y aille seul pour résoudre l'affaire plus rapidement. Nous avons convenu qu'il nous appellerait dès qu'il en saurait plus sur le problème. J'ai observé par la fenêtre pendant que Florian partait en voiture, sa hâte évidente dans sa façon de conduire dans la rue.
William et moi sommes restés dans la cuisine, le goûter oublié sur le comptoir, tous deux perdus dans nos propres inquiétudes sur ce qui aurait pu causer une telle situation. « Mamie, tu crois que c'est grave? » a demandé William, sa jeunesse rendant difficile de cacher son anxiété. « C'est probablement juste une précaution de la banque, » ai-je répondu, essayant de le rassurer malgré mes propres doutes. Ces choses arrivent parfois, surtout pendant les jours fériés quand les systèmes sont en cours de mise à jour. Il a hoché la tête, apparemment un peu plus calme après mon explication. Nous avons décidé de finir de préparer le goûter et d'attendre le retour de Florian. Maintenant, une conversation légère pour masquer notre inquiétude mutuelle. Aurélie est revenue des courses environ 1 heure plus tard, portant plusieurs sacs de boutiques connues. Elle est entrée par la porte de la cuisine avec l'énergie de quelqu'un qui avait passé une après-midi productive et satisfaisante. « Où est Florian? » a-t-elle demandé, remarquant immédiatement son absence tout en organisant ses achats sur le comptoir. William a expliqué l'appel de la banque et le départ urgent de son père pour résoudre des problèmes avec les cartes. J'ai observé attentivement la réaction de Aurélie à ces informations, cherchant des signes de surprise ou d'inquiétude. Curieusement, elle n'a pas semblé particulièrement alarmée par la nouvelle. Sa réaction était plus celle d'une contrariété que d'une réelle inquiétude, comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur dans sa journée parfaite de shopping. Ces choses arrivent toujours aux moments les plus inopportuns, a-t-elle commenté en sortant de nouveaux vêtements des sacs. J'espère qu'il pourra résoudre ça rapidement. Sa tranquillité face à la situation m'a intriguée. La plupart des épouses seraient au moins un peu inquiètes d'apprendre que toutes les cartes de leur mari avaient été bloquées pour activités suspectes. Aurélie, cependant, semblait traiter l'affaire comme un simple désagrément administratif. Nous avons passé le reste de l'après-midi à attendre des nouvelles de Florian. William a essayé de se distraire avec des jeux vidéo, tandis que Aurélie rangeait ses achats avec la méticulosité qui caractérisait toutes ses activités. Je suis restée dans le salon, essayant de lire un livre mais ayant du mal à me concentrer. Le téléphone a finalement sonné vers 5 heures. William s'est précipité pour répondre, visiblement anxieux d'avoir des nouvelles de son père. Je n'ai entendu qu'un côté de la conversation, mais c'était suffisant pour comprendre que la situation était plus compliquée que ce que nous avions imaginé initialement. « Sérieux? Mais comment c'est possible? » a dit William, sa voix chargée d'incrédulité. « D'accord, papa, on t'attend ici. » Il a raccroché le téléphone avec une expression inquiète qui m'a fait craindre le pire. Aurélie est apparue dans le salon à ce moment-là, attirée par le ton urgent de la conversation téléphonique. « Qu'est-ce que ton père a dit? » a-t-elle demandé, gardant le même ton désinvolte qu'elle avait montré depuis qu'elle avait appris le problème. « Il a dit que ça va prendre plus de temps que prévu, » a répondu William, évitant de donner des détails spécifiques. Apparemment, la situation est plus compliquée que ce qu'on pensait. La réponse vague de William m'a fait soupçonner qu'il y avait des informations qu'il préférait ne pas partager devant Aurélie. J'ai décidé d'attendre une opportunité de lui parler en privé pour mieux comprendre ce que Florian avait découvert à la banque. Cette opportunité s'est présentée quand Aurélie s'est retirée pour prendre une douche et se préparer pour le dîner. William s'est approché de moi avec une expression qui mêlait inquiétude et confusion. « Mamie, » a-t-il dit à voix basse, « papa m'a donné plus de détails que je n'ai pas voulu dire devant maman. Il semble que quelqu'un ait fait plusieurs gros virements depuis son compte sans autorisation. » J'ai senti mon estomac se nouer en entendant cette information. Des virements non autorisés étaient une forme sérieuse de fraude financière, et les implications pouvaient être dévastatrices pour la famille. Il a dit autre chose sur qui aurait pu faire ça? Ai-je demandé, essayant de garder une voix calme malgré l'alarme que je ressentais. William a secoué la tête négativement. Juste que la banque enquête et que ça pourrait prendre quelques jours pour tout résoudre. Il avait l'air très stressé. Nous avons passé les minutes suivantes à discuter des implications possibles de la situation, évitant tous deux de mentionner le soupçon qui commençait à se former dans mon esprit. La tranquillité inexplicable de Aurélie face à la crise financière de la famille commençait à prendre des contours plus sinistres dans mes pensées.
Nous avons passé les minutes suivantes à discuter des implications possibles de la situation, évitant tous deux de mentionner le soupçon qui commençait à se former dans mon esprit. La tranquillité inexplicable de Aurélie face à la crise financière de la famille commençait à prendre des contours plus sinistres dans mes pensées. Le bruit de l'eau coulant à l'étage indiquait que Aurélie était encore sous la douche, nous offrant quelques moments supplémentaires d'intimité. J'ai saisi cette opportunité pour parler plus ouvertement avec William de mon inquiétude grandissante concernant toute la situation. « William, dis-je, choisissant mes mots avec précaution. As-tu remarqué la réaction de ta mère quand elle a appris les problèmes bancaires de ton père? » Il fronça les sourcils, réfléchissant visiblement à mon observation. Maintenant que tu le dis, elle semblait bien calme pour quelqu'un qui vient d'apprendre que toutes les cartes de son mari ont été bloquées, admit-il, sa voix révélant une maturité qui me surprenait parfois. Exactement, acquiesçai-je, soulagé de ne pas être seul à avoir cette impression. La plupart des gens seraient au moins inquiets, mais elle a traité ça comme si c'était routinier. William s'approcha de moi, baissant instinctivement la voix. « Mamie, tu crois qu'elle a quelque chose à voir avec ça? » Sa question directe m'a prise au dépourvu, même si c'était exactement ce que je pensais. Voir mon petit-fils de 15 ans arriver à la même conclusion m'a fait réaliser que mes soupçons n'étaient peut-être pas que la paranoïa d'une belle-mère méfiante. « Je ne veux pas faire d'accusations sans preuve, » répondis-je prudemment. « Mais certaines choses ne collent pas. » Sa réaction, le timing, et surtout le fait qu'elle soit sortie seule aujourd'hui précisément quand c'est arrivé. Le bruit de l'eau s'arrêta à l'étage, signalant que notre conversation privée allait bientôt être interrompue. William et moi échangeâmes un regard complice, une connexion silencieuse qui scella notre alliance temporaire face aux circonstances suspectes. On devrait peut-être attendre le retour de papa avant de tirer des conclusions, suggéra William, démontrant une sagesse admirable pour son âge. « Je suis tout à fait d'accord, » dis-je, appréciant son approche équilibrée. « Mais restons attentifs aux détails, d'accord? » Il acquiesça gravement, et je vis qu'il analysait toutes les implications de la situation avec une maturité qui me rendait fière et m'inquiétait simultanément. Aucun enfant ne devrait avoir à suspecter sa propre mère, mais les circonstances forçaient William à grandir plus vite que souhaitable. Aurélie descendit les escaliers environ 10 minutes plus tard, portant une tenue décontractée, élégante, parfaitement coordonnée avec ses accessoires. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, et elle s'était maquillée avec la précision qui caractérisait tous ses soins personnels. « Florian n'est pas encore rentré? » demanda-t-elle, vérifiant l'heure sur sa montre coûteuse. « Pas encore, » répondit William, gardant un ton neutre qui ne révélait rien de nos récents soupçons. Il a dit que ça pourrait prendre du temps. Aurélie se dirigea vers la cuisine avec le naturel de quelqu'un qui n'avait aucune préoccupation urgente, commençant à préparer le dîner comme si c'était un jour tout à fait normal. J'observais ses mouvements à travers la porte ouverte, remarquant à quel point elle semblait détendue et maîtresse d'elle-même. « Je vais préparer quelque chose de léger pour le dîner, » annonça-t-elle, ouvrant le réfrigérateur et examinant son contenu abondant. Florian n'aura probablement pas beaucoup d'appétit à son retour, vu le stress de la journée. Sa considération apparente pour l'état émotionnel de son mari me semblait fausse, particulièrement au vu de sa réaction initiale à la crise. C'était comme si elle jouait le rôle de l'épouse inquiète pour un public qu'elle savait en train d'observer. William et moi nous sommes installés dans le salon, maintenant une conversation décontractée sur ses projets de vacances scolaires. Mais nous restions tous deux attentifs aux sons et mouvements venant de la cuisine. C'était une situation étrange, de me sentir comme une espionne dans la maison de ma propre famille. Vers 6h30, nous avons enfin entendu la voiture de Florian entrer dans le garage. William bondit immédiatement du canapé, impatient d'avoir des nouvelles de l'enquête bancaire. Je le suivis plus lentement, essayant de paraître calme malgré l'anxiété que je ressentais. Florian entra par la porte de la cuisine avec une expression mêlant épuisement et profonde inquiétude. Ses vêtements étaient froissés, et il semblait avoir vieilli de plusieurs années pendant les quelques heures passées hors de la maison. « Comment ça s'est passé à la banque? »
demanda Aurélie, s'essuyant les mains sur un torchon avant de s'approcher de son mari. C'est compliqué, répondit Florian, passant la main dans ses cheveux dans un geste que je reconnaissais comme un signe de stress extrême. Beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. William et moi attendîmes en silence pendant qu'il se servait un verre de eau, organisant visiblement ses pensées avant de partager les détails de la situation. La tension dans la cuisine était palpable, chacun d'entre nous réfléchissant aux implications de ce qui allait être révélé. Il y a eu plusieurs virements, expliqua finalement Florian, sa voix chargée d'une fatigue qui dépassait le physique. Des montants significatifs, tous effectués entre hier soir et ce matin, en utilisant mon mot de passe et mes codes de sécurité. Aurélie fronça les sourcils, affichant une expression de confusion qui me sembla exagérée. Mais comment est-ce que possible? Qui d'autre aurait pu avoir accès à ces informations? Sa question m'incita à l'observer plus attentivement. Il y avait quelque chose dans sa façon de la formuler qui sonnait répété, comme si elle connaissait déjà la réponse, mais devait maintenir l'apparence de l'ignorance. « C'est exactement la question, » dit Florian, son ton indiquant une frustration grandissante. La banque enquête, mais le fait est que quelqu'un ayant une connaissance intime de mes informations financières a eu accès au compte. William s'approcha de son père, son inquiétude sincère contrastant avec la réaction maîtrisée de Aurélie. « Papa, combien d'argent a été transféré? » Florian hésita avant de répondre, visiblement réticent à partager l'ampleur complète du problème. « Une somme considérable, » dit-il finalement, suffisante pour compromettre sérieusement nos finances familiales. Le silence qui suivit était chargé de tension. Chacun d'entre nous traitait les implications de cette révélation différemment. William semblait véritablement choqué. Je ressentais un mélange d'inquiétude et de suspicion croissante, et Aurélie maintenait une expression qui essayait de transmettre une surprise appropriée. « Avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? » demandai-je, observant attentivement les réactions de tous les présents. Florian secoua négativement la tête, mais je pus remarquer qu'il évitait de regarder directement Aurélie. La banque a dit que cela prendrait quelques jours pour terminer l'enquête et éventuellement récupérer l'argent. « Quelques jours ?» répéta Aurélie, et pour la première fois depuis le retour de Florian, je détectais une note d'inquiétude sincère dans sa voix. « Et nos engagements financiers, les factures qui doivent être payées? » Sa question révélait une préoccupation pratique qui me fit douter de mes soupçons. Peut-être n'avait-elle vraiment pas connaissance de la fraude et traitait-elle simplement les implications de la situation différemment de ce que j'attendais. « Nous allons devoir faire quelques ajustements temporaires, » admit Florian, sa voix empreinte de gêne. « Heureusement, nous avons quelques réserves sur d'autres comptes, mais ce sera une période difficile jusqu'à ce que nous résolvions cela. » William proposa d'aider de toutes les manières possibles, suggérant même de trouver un emploi à temps partiel pour contribuer aux dépenses familiales. Générosité et sa maturité m'émurent profondément, particulièrement considérant qu'il était encore très jeune pour porter ce type de responsabilité. « Ce n'est pas nécessaire, fils, » dit Florian, posant sa main sur l'épaule du garçon avec une tendresse paternelle. « Nous allons surmonter cela ensemble, en famille. » Aurélie resta relativement silencieuse pendant cet échange émotionnel entre père et fils, et je me demandais si elle ressentait des remords au cas où elle serait réellement impliquée dans la situation. Ou peut-être calculait-elle simplement les implications financières pour son style de vie. « Bien, » dit-elle finalement, se tournant vers la cuisinière où elle préparait le dîner. « Au moins, maintenant, nous savons quelle est la situation. Dînons, et ensuite nous pourrons discuter de la façon de gérer tout cela. » Son approche pragmatique me surprit à nouveau. C'était presque comme si elle compartimentait la crise, la traitant comme un problème à gérer plutôt qu'une violation grave de la sécurité financière de la famille. Pendant le dîner, la conversation tourna principalement autour de sujets neutres. Nous évitions tous de discuter plus en détail de la fraude bancaire. Florian semblait trop épuisé pour élaborer sur le sujet. William était clairement en train de traiter les implications de la situation. Et Aurélie maintenait sa posture de normalité forcée.
Ce n'est qu'après que nous ayons fini de manger et que Aurélie se soit retirée pour répondre à un appel que Florian partagea des informations supplémentaires avec moi et Wylian. Il nous raconta que la banque avait identifié des schémas dans les virements qui suggéraient une connaissance interne des routines et habitudes financières de la famille. L'enquêteur de la banque a dit que ce type de fraude est généralement commis par quelqu'un proche de la victime. Révéla Florian à voix basse, son expression montrant la douleur que cette possibilité lui causait. Wylian et moi échangeâmes un regard significatif, pensant tous deux à la même personne mais réticents à verbaliser nos soupçons. C'était une situation délicate qui nécessitait de la prudence et des preuves concrètes avant toute accusation. « Papa » dit Wylian avec hésitation. « As-tu mentionné cette possibilité à maman? » Florian secoua négativement la tête. « Pas encore. Je veux attendre plus d'informations de l'enquête avant de soulever des soupçons qui pourraient détruire notre famille. » Sa réponse révélait à la fois sa nature prudente et son amour sincère pour sa famille, même face à des circonstances qui auraient pu justifier la méfiance. C'était une qualité admirable qui le rendait aussi vulnérable à la manipulation. Aurélie revint dans le salon quelques minutes plus tard, rangeant son téléphone dans son sac avec un sourire qui me semblait légèrement forcé. « C'était juste une amie qui confirmait nos plans pour demain », expliqua-t-elle, s'adressant principalement à Florian. « Quel plan ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils, confus. « Tu as oublié qu'on avait prévu d'aller au centre commercial demain pour échanger certains cadeaux de Noël ?» répondit Aurélie, son ton suggérant que c'était quelque chose dont ils avaient déjà discuté. Florian semblait véritablement confus, comme s'il ne se souvenait pas d'un tel arrangement. « Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux reporter toute dépense inutile, » suggéra-t-il diplomatiquement. L'expression d'Aurélie changea presque imperceptiblement, révélant un éclair d'irritation qu'elle masqua rapidement. « Bien sûr, tu as raison, » acquiesça-t-elle, mais je pouvais percevoir la tension sous-jacente dans sa voix. Cette petite interaction m'a fourni une pièce supplémentaire du puzzle que j'essayais d'assembler dans mon esprit. L'insistance d'Aurélie à maintenir des activités impliquant des dépenses, même face à une crise financière, me semblait révélatrice de ses véritables priorités. Cette petite interaction m'a fourni une pièce supplémentaire du puzzle que j'essayais d'assembler dans mon esprit. L'insistance de Aurélie à maintenir des activités impliquant des dépenses, même face à une crise financière, me semblait révélatrice de ses véritables priorités. J'ai décidé qu'il était temps d'agir plus directement. J'ai attendu que Florian se retire pour prendre quelques appels liés au travail, me laissant seule dans le salon avec Aurélie et Wylian. C'était le moment idéal pour observer plus attentivement son comportement lorsqu'elle n'était pas sous le regard direct de son mari. « Aurélie, » dis-je, gardant un ton conversationnel décontracté, « vous semblez très bien gérer toute cette situation stressante. Beaucoup de gens seraient complètement bouleversés en découvrant que la sécurité financière de leur famille a été compromise de cette façon. » Elle me regarda avec une expression qui tentait de transmettre de la modestie, mais qui ne parvenait pas à cacher complètement un éclair de ce qui me semblait être de la satisfaction. « Eh bien, Gwendoline, je crois que paniquer ne résout rien. Il vaut mieux garder son calme et penser à des solutions pratiques. » Wylian, qui feignait de lire un livre sur le canapé proche, leva discrètement les yeux, écoutant clairement notre conversation. Je pouvais voir qu'il évaluait aussi les réponses de sa mère avec la même suspicion croissante que je ressentais. « C'est une attitude très mature, » acquiesçai-je, poursuivant mon enquête subtile. « Particulièrement considérant que vous mentionniez avoir des plans pour demain qui impliquent des dépenses. Cela montre une confiance admirable que tout sera rapidement résolu. » Pendant un instant, j'ai vu une expression d'irritation traverser son visage avant qu'elle ne parvienne à la contrôler. « En fait, j'ai déjà annulé ces plans, » dit-elle, sa voix légèrement plus tendue qu'auparavant. Comme Florian l'a suggéré, il vaut mieux être prudente en ce moment. Mais j'avais remarqué sa réaction initiale, et cela confirmait mes soupçons grandissants. Une personne véritablement préoccupée par la situation financière de sa famille n'aurait même pas envisagé de maintenir des engagements impliquant des dépenses inutiles. « Très sensé, » dis-je, décidant d'insister un peu plus.
Ça doit être particulièrement difficile pour vous, considérant que vous mentionniez hier avoir fait quelques achats importants. J'espère qu'ils n'étaient pas trop chers, vu le timing. Aurélie parut visiblement mal à l'aise face à mon observation. Ce n'était que quelque chose basique, répondit-elle rapidement, évitant mon regard direct. Rien qui ne compromette notre budget. William ferma complètement son livre maintenant, son attention totalement focalisée sur notre conversation. Je pouvais voir qu'il avait aussi perçu la défensivité croissante de sa mère et commençait à questionner ses propres soupçons. C'est à ce moment que Florian revint dans le salon, portant une pile de papiers qui étaient clairement des documents bancaires. Son expression était encore plus sombre qu'avant, indiquant que les appels qu'il avait passés n'avaient pas apporté de bonnes nouvelles. L'enquêteur de la banque vient de m'appeler avec des informations supplémentaires, annonça-t-il, sa voix chargée d'une fatigue émotionnelle qui me brisait le cœur. Les transferts ont été effectués en utilisant un appareil qui s'était connecté à notre réseau Wi-Fi domestique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurélie resta complètement immobile, son expression figée dans un masque de surprise qui me semblait trop exagéré pour être authentique. William me regarda rapidement, ses yeux transmettant la même réalisation choquante qui se formait dans mon esprit. Cela signifie que c'était quelqu'un qui était dans notre maison? Demandai-je, observant attentivement les réactions de tous les présents. Florian acquiesça gravement. Quelqu'un ayant un accès physique à notre résidence et la connaissance de nos mots de passe et informations personnelles. La banque a dit que ce type de fraude interne est plus courant qu'on ne voudrait l'admettre. Aurélie rompit enfin son silence, mais sa voix semblait étrangement maîtrisée pour quelqu'un qui venait de découvrir qu'un membre de la famille pourrait être responsable de la violation. « C'est terrible, » dit-elle. « Qui pourrait nous faire une chose pareille? » Sa question rhétorique me semblait fausse, comme une réponse répétée pour détourner les soupçons. Je commençais à percevoir un schéma dans ses réactions, toujours approprié en surface, mais dépourvu de l'authenticité émotionnelle qu'on attendrait dans une situation authentique. « Papa, » dit William avec hésitation, « es-tu sûr que tes mots de passe sont sécurisés? Je veux dire, qui d'autre pourrait y avoir accès? » La question directe de l'adolescent créa une tension palpable dans la pièce. Florian nous regarda chacun, visiblement réticent à verbaliser les implications évidentes de l'enquête bancaire. « Eh bien, » dit-il finalement, « théoriquement, seuls les membres de la famille auraient accès à la fois à la maison et aux informations nécessaires pour effectuer ces transferts. » Aurélie se leva brusquement, prétextant devoir vérifier quelque chose dans la cuisine, mais je compris que c'était une tentative d'échapper à la pression croissante de la conversation. Son départ soudain ne fit que renforcer mes soupçons sur son implication dans la situation. William et moi restâmes seuls avec Florian pendant quelques minutes, et j'en profitais pour partager discrètement certaines de mes observations sur le comportement de Aurélie. Je parlais de sa réaction initiale aux nouvelles, son insistance à maintenir des plans de dépenses, et surtout son calme inexplicable face à une crise qui aurait dû la dévaster. « Papa, » dit William à voix basse, « j'ai aussi remarqué des choses étranges dans la façon dont maman réagit à tout ça. » Florian nous écouta en silence, son expression devenant de plus en plus sombre à mesure qu'il assimilait nos observations. Il était clair que nos soupçons faisaient écho à des pensées qu'il essayait lui-même d'éviter. « Je ne veux pas croire que ce soit possible, » dit-il finalement, sa voix chargée de douleur. « Mais vous avez raison concernant son comportement. Ce n'est pas normal que quelqu'un reste aussi calme face à une violation financière de cette ampleur. » Aurélie revint dans la pièce à ce moment-là, portant un plateau de café au lait que personne n'avait demandé. C'était clairement une excuse pour interrompre notre conversation privée, et son expression vigilante suggérait qu'elle se doutait de ce dont nous discutions. « J'ai pensé qu'un café au lait nous ferait du bien, » dit-elle, posant le plateau sur la table basse avec des gestes qui semblaient trop étudiés pour être naturels. « Merci, » dis-je, acceptant une tasse tout en continuant à l'observer attentivement. Nous étions justement en train de parler des prochaines étapes de l'enquête. Aurélie se servit du café au lait avec des mains que je remarquais légèrement tremblantes. « Et quelles sont les prochaines étapes? »
demanda-t-elle, s'adressant principalement à Florian. La banque va envoyer un enquêteur ici demain pour examiner nos ordinateurs et appareils électroniques, expliqua Florian, observant la réaction de son épouse avec une attention renouvelée. Ils veulent vérifier s'il y a des preuves d'accès non autorisées. La réaction de Aurélie fut instantanée et révélatrice. Sa tasse de café au lait trembla visiblement dans ses mains, et elle la reposa rapidement sur la soucoupe avant que nous puissions totalement remarquer son agitation. « Un enquêteur ici à la maison ?» répéta-t-elle, essayant de maintenir un ton décontracté mais ne parvenant pas à dissimuler complètement son inquiétude. « Est-ce vraiment nécessaire? » « C'est la procédure standard dans les cas de fraude interne, » expliqua Florian, sa voix prenant un ton plus formel qui indiquait qu'il commençait lui aussi à avoir des soupçons. Ils doivent examiner tous les appareils qui auraient pu être utilisés pour accéder au compte. William et moi échangeâmes un autre regard significatif, réalisant tous deux que Aurélie était clairement mal à l'aise à l'idée que des enquêteurs examinent ses effets personnels. C'était exactement le type de réaction qu'on attendrait de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. « Bien, » dit-elle, essayant de retrouver sa contenance. « J'espère qu'ils trouveront ce qu'ils cherchent et pourront résoudre cette situation rapidement. » Mais sa tentative de paraître coopérative ne parvenait pas à masquer complètement l'anxiété qui commençait à transparaître à travers sa façade contrôlée. Je pouvais voir que Florian remarquait aussi les incohérences dans son comportement. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère de tension croissante. Aurélie s'était retirée tôt, prétextant un mal de tête, mais je soupçonnais qu'elle avait besoin d'intimité pour faire face aux implications de l'enquête imminente. Florian est resté éveillé tard, examinant des relevés bancaires et essayant de comprendre pleinement l'étendue de la fraude. William et moi avons eu une conversation franche sur nos soupçons, et nous avons décidé qu'il valait mieux soutenir Florian pendant le processus d'enquête, quoi qu'il en ressorte. C'était une situation délicate qui pouvait détruire la famille, mais la vérité devait être révélée. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai trouvé Florian déjà dans la cuisine, préparant le café au lait avec des gestes mécaniques qui révélaient sa profonde préoccupation. Il semblait avoir peu dormi, et son expression portait le poids de quelqu'un qui faisait face à la possibilité d'avoir été trahi par une personne en qui il avait totalement confiance. « Comment te sens-tu » ai-je demandé, posant ma main sur son épaule dans un geste de soutien maternel. « Confus, a-t-il admis. Une partie de moi espère que nous nous trompons tous sur Aurélie, mais l'autre partie ne peut pas ignorer toutes les preuves qui s'accumulent. » C'était un aveu douloureux qui révélait le conflit interne qu'il traversait. En tant que mari et père, il voulait protéger sa famille, mais en tant que victime de fraude, il avait besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'enquêteur est arrivé ponctuellement à 9 heures, un homme d'âge mûr à l'apparence professionnelle qui inspirait immédiatement confiance. Il a expliqué le processus d'enquête de manière claire et respectueuse, reconnaissant la nature délicate de la situation familiale. Aurélie est descendue les escaliers alors que l'enquêteur installait déjà son équipement dans le salon. Son apparence était impeccable comme toujours, mais je pouvais déceler des signes de tension dans sa posture et son expression faciale. « Bonjour », a-t-elle salué l'enquêteur avec une courtoisie forcée. « J'espère que vous pourrez résoudre cette situation rapidement. » L'enquêteur a acquiescé professionnellement avant de commencer ses questions sur les habitudes numériques de la famille et l'accès aux appareils électroniques. C'est durant cet interrogatoire initial que la première preuve concrète a émergé, changeant complètement la dynamique de l'enquête et confirmant nos pires soupçons sur la véritable nature de la crise qui détruisait notre famille. 2 ans se sont écoulés depuis ce matin transformateur où l'enquêteur est arrivé chez les Pascal et a découvert des preuves irréfutables dans l'ordinateur portable personnel de Aurélie. Je me souvenais vivement du moment où elle s'est effondrée, avouant à travers des larmes amères qu'elle avait transféré l'argent vers des comptes offshore, planifiant de quitter Florian et de commencer une nouvelle vie avec un homme rencontré en ligne. La découverte a dévasté notre famille d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Florian a passé des mois en thérapie
luttant pour reconstruire son estime de soi et sa confiance après la trahison. Willian, avec sa maturité précoce, est devenu un pilier de soutien pour son père, mais portait aussi des cicatrices émotionnelles que seul le temps pourrait complètement guérir. Aurélie a été inculpée pour fraude et détournement de fonds, recevant une peine de 2 ans de prison en semi-liberté et l'obligation de restituer intégralement la somme volée. La procédure de divorce a été finalisée il y a 6 mois, Florian obtenant la garde complète de Willian, qui a choisi de rester avec son père sans hésitation. En ce samedi matin ensoleillé, j'étais dans la cuisine de l'appartement que Florian avait loué après avoir vendu la maison où résidaient tant de souvenirs douloureux. C'était un espace plus petit mais chaleureux, avec vue sur un parc où Willian aimait jouer au football avec ses amis. Le déménagement avait été thérapeutique pour nous tous, représentant un nouveau départ authentique, loin des ombres du passé. « Mamie Gwendoline, tu veux que je t'aide pour le déjeuner ?» a demandé Willian, entrant dans la cuisine avec une énergie renouvelée. À 17 ans, mon petit-fils avait grandi non seulement physiquement, mais aussi en sagesse et en compassion. L'expérience traumatisante avec sa mère l'avait rendu plus observateur des nuances humaines, mais heureusement n'avait pas détruit sa capacité à faire confiance et à aimer. « Bien sûr, mon chéri, » ai-je répondu, lui tendant une planche à découper les légumes. « Ton père a dit qu'il rentrerait du travail vers midi, donc nous avons le temps de préparer quelque chose de spécial. » Florian avait trouvé un nouvel emploi dans une entreprise plus petite, mais avec une ambiance plus saine et des collègues devenus de véritables amis. Le salaire était légèrement inférieur à avant, mais la qualité de vie s'était considérablement améliorée. Il semblait plus léger, plus présent, plus connecté avec lui-même et avec nous. « Tu sais, grand-mère, » dit Willian en coupant des carottes avec précision. « Je pense parfois à la façon dont notre famille a changé depuis ce terrible Noël. » Je m'arrêtais d'assaisonner le poulet pour le regarder attentivement. Les conversations sur le passé restaient délicates. Mais Willian avait développé une perspective mature sur les événements qui nous avaient transformés. « Dans quel sens ?» demandai-je doucement, respectant son rythme de réflexion. « Eh bien, nous avons perdu maman, mais nous avons gagné quelque chose que nous n'avions pas avant, » expliqua-t-il en arrêtant son travail pour me regarder directement. Une honnêteté totale entre nous trois. Plus de secrets, plus de faux semblants. C'est comme si nous étions devenus une famille plus authentique. Ces paroles m'ont profondément touchée, car elles reflétaient exactement ce que j'avais observé durant ces 2 années de reconstruction. La douleur de la trahison avait été dévastatrice, mais elle avait aussi éliminé des couches de fausseté dont nous ignorions même l'existence. « Tu as raison », acquiesçai-je en recommençant à assaisonner le poulet avec des gestes pensifs. Parfois, les plus grandes perses nous enseignent nos plus grands trésors. Willian sourit, ce sourire sincère qui était réapparu progressivement après des mois de tristesse et de confusion. Et toi, grand-mère, tu es devenue encore plus importante pour nous. Papa dit toujours que tu as été notre ancre pendant la tempête. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais c'étaient des larmes de gratitude et non de tristesse. Ma position dans la famille n'avait pas seulement été restaurée, mais renforcée d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Florian me consultait pour des décisions importantes. Willian partageait ses rêves et ses inquiétudes avec moi, et j'étais devenue véritablement la matriarche respectée et aimée que j'avais toujours souhaité être. Le bruit de la clé dans la serrure annonça l'arrivée de Florian. Il entra avec des fleurs fraîches et un sourire qui illuminait toute la cuisine. Ses cheveux avaient légèrement grisonné aux tempes, mais ses yeux brillaient d'une paix que je n'avais pas vue depuis des années. « Quelle merveilleuse odeur !» dit-il, en m'embrassant tendrement le front avant de serrer Willian dans ses bras. « Comment se sont passés les cours de soutien aujourd'hui, fils? »« Très bien, papa !» répondit Willian avec enthousiasme. « Le professeur a dit que mes notes en mathématiques se sont tellement améliorées que je pourrais obtenir une bourse partielle pour l'université de mon choix. » La fierté sur le visage de Florian était palpable.
Malgré toutes les difficultés financières que nous avions traversées après la fraude, il s'était efforcé de garantir que William ait toutes les opportunités éducatives possibles. Voir les résultats de cet investissement émotionnel et financier était profondément gratifiant. C'est fantastique, dit Florian, en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Ton dévouement porte vraiment ses fruits. Nous déjeunâmes ensemble à la petite table de la cuisine, partageant non seulement le repas, mais aussi nos projets, nos rêves et nos petites victoires quotidiennes. La conversation coulait naturellement, ponctuée de rires sincères et de moments de connexion qui étaient devenus la nouvelle normalité de notre famille reconstruite. Au dessert, Florian fit une annonce qui nous surprit. « J'ai une nouvelle à partager avec vous », dit-il, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait pas complètement dissimuler. William et moi nous sommes regardés avec curiosité, attendant sa révélation. « J'ai rencontré quelqu'un », poursuivit Florian, rougissant légèrement comme un adolescent. « C'est une collègue de travail, une femme merveilleuse qui s'appelle Anna. Nous aimerions vous la présenter, si vous vous sentez prêt pour cela. » Le silence qui suivit n'était pas un silence de malaise, mais de réflexion. William fut le premier à réagir, son visage s'illuminant d'une joie sincère. « Papa, c'est super !» s'exclama-t-il, se levant pour embrasser Florian. « Tu mérites d'être heureux. » J'observais cet échange émotionnel entre père et fils, le cœur réchauffé. La maturité de William à célébrer la possibilité de bonheur de son père, même après tout ce que nous avions traversé, démontrait à quel point il avait grandi et guéri. « Florian !» dis-je, en posant ma main sur la sienne. « Si elle te fait sourire comme tu souris maintenant, je l'aime déjà. » Il rit, un rire libre et insouciant que je n'avais pas entendu depuis longtemps. « Anna est très différente de Aurélie, » expliqua-t-il. « Elle est authentique, travailleuse, et elle a une fille de 12 ans qui est adorable. Elle connaît toute notre histoire et nous accepte exactement comme nous sommes. » Nous passâmes le reste de l'après-midi à planifier un dîner pour rencontrer Anna et sa fille, une activité qui symbolisait notre disposition collective à ouvrir à nouveau nos cœurs à de nouvelles possibilités d'amour et de famille. Pendant que William sortit retrouver des amis au parc et que Florian partit régler quelques questions bancaires, je restais seule dans l'appartement, réfléchissant au parcours extraordinaire que notre famille avait accompli. 2 ans auparavant, je me sentais exclue et dévalorisée, questionnant ma place dans la vie de mon fils et de mon petit-fils. Aujourd'hui, elle était une présence constante et chérie, consultée pour les décisions importantes et incluse dans tous les moments significatifs. La trahison de Aurélie, aussi douloureuse soit-elle, avait révélé des forces et des liens familiaux que nous n'aurions peut-être jamais découverts dans des circonstances normales. Nous avions appris que la vraie famille ne se définit pas seulement par les liens du sang ou du mariage, mais par la loyauté, l'honnêteté et l'amour inconditionnel que nous choisissons de nous témoigner les uns aux autres. Je regardais par la fenêtre du salon, observant William jouer au football avec ses amis dans le parc. Son rire résonnait dans l'air, un son devenu musique à mes oreilles, après les mois silencieux qui avaient suivi la découverte de la trahison maternelle. Florian est rentré en début de soirée, apportant avec lui une énergie renouvelée qui était devenue sa signature ces derniers mois. Nous avons préparé le dîner ensemble, une routine que nous avions développée et qui représentait bien plus que le simple partage des tâches ménagères. « Maman, » dit-il pendant que nous faisions la vaisselle, « je veux que tu saches à quel point ta présence constante a compté pour nous pendant ces 2 années difficiles. » J'ai arrêté d'essuyer l'assiette que j'avais dans les mains pour le regarder directement. « Florian, vous êtes ma famille. Il n'y avait nulle part ailleurs où j'aurais préféré être. »« Non !» a-t-il insisté, s'essuyant les mains pour m'étreindre. « Tu as choisi de rester avec nous, de nous soutenir, de nous aider à guérir. Beaucoup se seraient éloignés de tout ce chaos, mais toi, tu t'es rapproché encore plus. » Ces mots m'ont rappelé la femme que j'étais ce soir de Noël il y a 2 ans, me sentant rejetée et questionnant ma valeur.
La transformation avait été complète, non seulement dans la façon dont j'étais traitée, mais dans la façon dont je me voyais et me valorisais. Ce soir-là, quand William s'était retiré pour étudier et que Florian regardait la télévision dans le salon, je me suis assise sur le balcon de l'appartement, observant les étoiles qui brillaient au-dessus de notre petite mais solide famille reconstruite. Je pensais à Aurélie occasionnellement, non pas avec colère, mais avec une sorte de gratitude complexe. Sa trahison avait été dévastatrice, mais elle avait aussi été le catalyseur qui nous avait permis de découvrir qui nous étions vraiment, dépouillés des prétentions et des faussetés. Le téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était William, appelant de sa chambre pour me souhaiter bonne nuit, un rituel que nous avions développé même quand j'étais à la maison. « Bonne nuit, grand-mère Gwendoline », dit-il, sa voix chargée d'affection. « Merci pour encore une merveilleuse journée. »« Bonne nuit, mon chéri », ai-je répondu, le cœur débordant d'amour. « Dors bien et fais de beaux rêves. » J'ai raccroché le téléphone et suis restée sur le balcon quelques minutes de plus, absorbant la paix qui s'était installée définitivement dans ma vie. Notre famille avait été mise à l'épreuve du feu et en était ressortie plus forte, plus unie et infiniment plus authentique qu'elle ne l'avait jamais été auparavant.